Pendant que Pablo Sonzini s'installe, je voulais simplement dire que en 1979, j'ai vu arriver dans le service à Strasbourg Pablo Sonzini, qui a passé 2 ans à Strasbourg avant de regagner Cordoba. Pendant le temps où il était à Strasbourg, il est devenu papa d'un petit garçon qui a fait médecine, qui a fait chirurgie et qui vient de passer également 1 année en France, 6 mois à Paris, 6 mois à Strasbourg. C'est dire les liens d'amitié qui lient beaucoup d'équipes argentines, et particulièrement celle de Cordoba, avec les équipes françaises. Bienvenue aujourd'hui à l'Académie de chirurgie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je suis touché de venir exposer devant vous pour la 2e fois. Je suis aussi fier de pouvoir le faire sous la présidence de Daniel Jeck, mon maître alsacien, chirurgien que j'admire et estime depuis plus de 30 ans. Je salue aussi les modérateurs, mes bons amis Corinne Vance et Jean-Pierre Triboulet. Il m'arrive, comme au mari infidèle, de vivre à Cordoba, en Argentine, une double vie. Le matin, je gère le service de chirurgie Pablo Mirizzi à l'hôpital universitaire. L'après-midi, je travaille à la Fondation Hulton. Le CHU reçoit les pathologies les plus graves et complexes, car il est depuis 100 ans un centre de référence. La Fondation, qui dispose des moyens de technologie de pointe, vient fréquemment au secours du CHU. La Fondation Hulton a près de 38 ans. Elle a commencé comme centre de diagnostic. Son créateur, le professeur Carlos Hulton, présent parmi nous à cette assemblée, nous montre ici en tableau de chasse l'évolution vertigineuse du petit bâtiment d'origine qui a suivi, depuis sa naissance, de nombreuses modifications et a beaucoup grandi. La Fondation est en mesure d'avoir à l'heure actuelle 2 scanners multibarrettes, un PET scan, 6 résonateurs dernière génération qui travaillent 24 heures sur 24, toute la médecine nucléaire, toutes les spécialités, ainsi qu'un bloc opératoire muni de technologies dans la radiologie. La Fondation est aussi installée dans des établissements situés tant en périphérique au centre-ville, tant à Cordoba qu'en Provence. Nous assurons aussi la prise en charge de toute la pathologie biliaire et de ses complications, tout particulièrement des plaies de voies biliaires, en nous servant de la cœlioscopie ainsi que de la radiologie et endoscopie interventionnelle. Cela nous a permis de publier ainsi que de proposer, voire de ressusciter. On ne peut pas le faire marcher celui-là, non? C'est pas grave. Voire de ressusciter des techniques originales dans celles que nous appelons magnification vidéo assistée, qui se sert de l'équipement laparoscopique une fois le ventre ouvert, ou de la cholédocoscopie percutanée transhépatique, qui nous a aussi rendu service dans la prise en charge des ictères d'origine douteuse ou méconnue. L'unité de chirurgie ambulatoire compte sur un accueil particulier, ainsi que des chambres d'hospitalisation de jour que certains d'entre vous ont pu visiter. La cholécystectomie laparoscopique est arrivée en Argentine en octobre 1990, apportée à notre équipe par Jacques Maresco. Nous avons aussi démarré une expérience pionnière en Argentine en chirurgie laparoscopique ambulatoire depuis mars 1998. Entre le 4 mars 1998 et la fin novembre 2013, nous avons pratiqué 2542 cholécystectomies laparoscopiques ambulatoires dans l'unité de chirurgie ambulatoire de la Fondation Hulton, dont 16 et 1 femmes et 941 hommes à d'une moyenne d'âge de 46 ans. La sélection de malades tient compte seulement le risque chirurgical. Les malades ASA4 ne sont donc
pas acceptés. Le stade évolutif de la maladie lithiasique, l'obésité morbide et la lithiase de la voie biliaire principale sont évalués cas par cas. Pourtant, la plupart de ceux malades sont acceptés dans le programme. Ils sont hospitalisés à 10 heures, opérés à 13 heures, la sortie est prévue pour 21 heures. L'abord chirurgical se fait sous la technique française, la cholangiographie opératoire est systématique, le contrôle du pédicule cystique se fait au prolène, l'hémostase est assurée à la panse bipolaire, on ne s'insère plus de clips. Toutes les interventions sont enregistrées. Si l'on trouve un calcul dans la voie biliaire principale, le choix se fait entre l'exploration par la paroscopie et la pose d'un Drandesca. Le suivi post-opératoire à la fondation est basé sur la prise en charge de la douleur par l'administration régulière de morphine ainsi que par la déambulation et alimentation précoce. Seule une dose de ceftriaxone est administrée avant d'endormir le patient. Les indications de conversion entre guillemets à l'hospitalisation classique, c'est-à-dire que le malade passe la nuit à l'unité, se basent de manière prioritaire sur le souhait du malade et sur le geste de conversion à chirurgie ouverte. On tient compte aussi de la présence de douleurs ou de vomissements dans le suivi post-opératoire et les malades à qui l'on pose une sonde urinaire, un drainage péritonéal ou un Drandesca passent la nuit à l'unité. Les patients qui doivent rester hospitalisés pour plus de 24 heures doivent être transférés à une clinique associée. Quant aux résultats, la durée moyenne de l'intervention a été 32 minutes. On n'a pas regretté ni mortalité ni plaie de voie biliaire. La cholangiographie systématique a eu un taux de succès de 79%, soit 2008 examens. On a diagnostiqué la lithiase du cholédoque 96 fois, près de 4%. La prise en charge par la paroscopie a été décidée dans 70 cas. 9 fois, on a choisi de mettre en place un Drandesca. On a aussi décrit 39 cas de variations anatomiques d'importance dans ce canal de segments 7 et 8 qui aboutit directement au canal cystique. Un syndrome de Mirizi 2 a été découvert par cholangiographie 2 fois. Dans les 2 cas, on a pu mettre un Drandesca par la paroscopie. Un de ces 2 cas a évolué en sténose biliaire, d'abord stentée, plus tard opéré et résolu par hépatogéjunostomie en chirurgie ouverte. En ce qui concerne le stade évolutif des vésicules opérées, la plupart des malades ont été sélectionnés pour chirurgie élective dans 2389 cas. 153 cholécystites aiguës dans le 6% des cas ont été opérés. 112 vésicules avec œdème de la paroi, 26 vésicules abcédées, 12 vésicules gangrénées, ainsi que 2 collections, dont une sous-hépatique et l'autre sous-phrénique. On a aussi découvert une vésicule en porcelaine au cours d'intervention. L'examen histologique systématique de la pièce opératoire a découvert 16 fois un adénocarcinome, dont 7 stade 1A, 2 stade 1B, 1 stade 2A et 6 stade 2B. Le suivi chirurgical et oncologique de ces 16 cas a été assuré par nous-mêmes dans une clinique associée. 3 malades ont décédé, au moins 5, 7 et 11, d'une dissémination massive du cancer découverte lors de l'apparition des implants sur le site de sortie de trocar de la paroscopie. Cela a motivé encore une communication. Cette série est aussi en mesure de montrer un honteux tableau de chasse avec 7 cas d'oubli en rapport à l'abord laparoscopique. Il n'est pas question d'associer ce problème au régime de chirurgie ambulatoire. Nous sommes pourtant à la recherche d'une solution. Quant aux conversions à chirurgie ouverte, on a eu 3 cas. L'un à cause
de la découverte d'un cancer de côlon, l'autre par l'hémorragie de l'artère cystique et le troisième par l'impossibilité d'avancer dans la dissection chez une femme qui avait subi un bypass gastrique pour obésité morbide. 18 fois, près de l'1%, on a posé l'indication de conversion entre guillemets à l'hospitalisation classique. Les 3 conversions, 9 Drandesca, 4 drainages de cavité péritonéale et 2 fois au choix du malade. On a dû réhospitaliser et reprendre 3 malades. Une occlusion intestinale due au bride au J21, traitée par exploration laparoscopique convertie. Une péritonite biliaire au J5, prise en charge par laparoscopie, est une fistule de côlon transverse chez un malade opéré 20 ans auparavant d'un éclatement de foie par accident de moto. Celui qu'on avait converti par l'hémorragie de l'artère cystique a dû être réopéré et mis sous colostomie. Les radiologues ont dû résoudre par prise en charge en percutanée 2 collections biliaires sous-hépatiques. Et les médecins endoscopistes ont été menés à faire 6 sphinctérotomies endoscopiques sur 9 malades auxquels on avait posé un Drandesca après la découverte de lithiase de la voie biliaire principale. Parmi les avantages de la chirurgie ambulatoire sont à souligner la réduction du coût d'hospitalisation, la maîtrise de l'infection nosocomiale et la satisfaction des malades. Reste encore à résoudre et à discuter de la responsabilité civile du chirurgien en cas de complications, de l'attente à la vie privée du team chirurgical, ainsi que de la campagne toujours pressante contre le programme, liée aux préjugés du public, parfois alimentés par les propres médecins. Monsieur le Président, chers collègues, à mon avis, la révolution est lancée. À mon avis aussi, la cholécystectomie laparoscopique en ambulatoire va la gagner. Les malades sont pour, au moins chez nous. Les professionnels de la santé qui se battent contre l'infection nosocomiale demandent des hospitalisations de plus en plus courtes. Les administrations des hôpitaux et des cliniques aussi. Reste à convaincre la communauté chirurgicale. Je pense comme Robin Cook que pour aboutir à cela, le grand changement devra se passer dans la tête des chirurgiens. Merci. Merci beaucoup pour cette très importante série avec des résultats assez impressionnants. Un faible taux d'admission le soir, un faible taux de complications. Donc maintenant, le professeur Franco va être notre intervenant pour poser des questions, puis ensuite vous pourrez les poser vous-même. Bon, d'abord, je félicite Pablo pour cette très belle présentation, donc qui reprend effectivement les résultats qu'on escompte de cette intervention en ambulatoire. Je crois que ça montre que vraiment il n'y a pas de complications liées à l'ambulatoire, que maintenant on possède bien ce type de traitement et que vraiment on doit y arriver. Voilà. Ce qu'il a dit à la fin est très juste. Moi, j'aime beaucoup. C'est les chirurgiens qu'il faut convaincre et on va essayer de le faire. Alors, je voulais juste, moi, j'aurais 2 petites questions à te poser, mais je ne veux pas poser trop de questions avant que les autres le fassent. Et je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Alors non, ça ne marche pas bien. Pour simplement replacer un peu le contexte en France et de façon internationale. La cholécystectomie laparoscopique en ambulatoire, ça a commencé très tôt, en 1990 aux États-Unis. Beaucoup plus tardivement en France. C'est la 3e ligne. Voilà. Beaucoup plus tardivement en France. On a du mal à savoir exactement quel est le pourcentage de patients actuellement opérés dans chaque pays. Même Corinne Vons ne le sait pas, donc c'est vraiment un point qui m'a beaucoup étonné. Moi, je t'ai appelé hier soir à minuit pour me dire elle va me donner les chiffres à minuit 5. Pas du tout. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui sache.
Oui, il n'y a pas grand monde qui sache ce qui se passe. Hein. Bon, les sources sont variées, les chiffres ne sont qu'indicatifs. On sait que les pourcentages sont à la hausse d'année en année, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la France est plutôt un petit peu à la traîne. Et encore, il y a une grosse amélioration, parce qu'on est passé de moins de 10% à 16% tout à fait récemment. Alors que si on prend les hôpitaux généraux aux États-Unis, si on prend l'Angleterre ou le Danemark, on voit que les chiffres sont beaucoup plus importants. Dans des services comme celui de Corinne, on sait que c'est plus de 80%, et c'est aussi le taux qu'on avait à Bethlehem jusqu'à récemment. Donc vraiment, comme disait Pablo, la révolution est en marche, et la cholécystectomie, c'est un acte principalement ambulatoire. Alors, c'est confirmé en plus par un certain nombre de publications récentes, hein, et en particulier il y a des chiffres de la database de Cochrane qui confirment que vraiment c'est le fait de faire la chirurgie, la cholécystectomie en ambulatoire est tout à fait innocent, c'est-à-dire que ça ne comporte pas de complications, et même chez les personnes âgées, il y a moins de complications générales de type ischémie myocardique, accident vasculaire cérébral chez les patients en ambulatoire que chez ceux qui sont hospitalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils retrouvent très rapidement leur rythme de vie habituel. Et puis, on sait maintenant que les patients sont satisfaits, hein, c'est ce qu'a dit Pablo aussi, même si on n'est pas encore capable de montrer quel est l'avantage en termes sociétal, c'est-à-dire est-ce qu'on réussit vraiment à leur faire reprendre leur activité professionnelle plus vite ? Nous, c'est vraiment le cas dans notre service, mais ça, c'est pas encore complètement prouvé. Et donc, vraiment, on sait que le fait des femmes ambulatoires est très bien admis. Et puis, c'est un facteur de progrès technique. On fait mieux les cholécystectomies quand on sait que le malade va partir 2 heures après. Corinne a très bien montré que ça permettait d'améliorer le dispositif médical. Et puis, surtout, ça nous apprend encore à une meilleure organisation. Donc, la vraie question que je me pose, moi, c'est pourquoi fait-on encore des cholécystectomies en hospitalisation conventionnelle? Vraiment, ça doit devenir tout à fait exceptionnel. Et puis, je crois que notre académie, qui s'est fixée comme tâche de promouvoir tout ce qui est important et innovant en chirurgie, ben, son rôle, c'est vraiment de relayer ce message. Donc, moi, j'avais pour Pablo simplement 2 petites questions, et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. J'en ai en réserve si vous n'en avez pas. Mais premièrement, il n'a pas dit quel était le pourcentage de cholécystectomie qui faisait en ambulatoire par rapport au nombre total de cholécystectomies. Il faudra que tu me répondes. Puis j'ai remarqué que les Argentins, ils vivent un peu à l'heure espagnole, c'est-à-dire ils ne se lèvent pas trop tôt, les malades arrivent assez tard, ils les opèrent assez tard. Alors je me demande comment on fait si on a 3 cholécystectomies laparoscopiques à faire dans la journée. Ça, c'est un vrai problème, même si tu les fais très vite, hein, 32 minutes, moi j'y arrive pas, je dois dire. Et même si tu les fais très vite, la première, on est sûr qu'elle va sortir, la deuxième probablement, la troisième c'est plus compliqué, puisqu'on sait actuellement que ce qui est important dans l'organisation de l'ambulatoire, c'est d'opérer les malades tôt avec une intervention courte. Moi, j'aimerais bien que tu me répondes à ces questions-là, puis j'en ai d'autres en réserve si les autres n'en ont pas. Bon, en fait, la plupart des malades qui viennent à la consultation viennent convaincus qu'ils vont vont être mis dans un protocole de chirurgie ambulatoire. Alors, il y a très peu de gens qu'on élimine, hein. Très peu de gens, et on parle obésité morbide, et porteurs de pacemaker, malades qui ont subi plusieurs interventions préalables, mais le pourcentage est minimum, hein. Les malades qui arrivent se font opérer normalement par la laparoscopie, même ceux qui ont de la lithiase de la voie biliaire principale, hein. Et quant à la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec le troisième cas quand on programme 2-3 cas par jour? La réalité est que on opère chaque jour de lundi à vendredi. Normalement, on programme 5 cas par semaine. Et si jamais il y a trop de malades, il y a une longue liste d'attente, on met 2, mais jamais 3. Et on stérilise tant les optiques que les instrumentales vidéo, et sans le mettre en housse. Et alors, pour cela, on a besoin d'avoir au moins 3 colonnes vidéo pour faire 3. On a 2 colonnes en activité permanente. On opère 1 cas par jour, et de temps à autre 2 cas par jour. Et dès mon retour, je serai obligé la semaine prochaine d'opérer 2 cas par jour, mais 3, ça n'arrive presque jamais. Et donc, votre centre, il ferme à quelle heure le soir? Mais normalement, ça ne se ferme pas. Le malade part à 21h, mais il reste toujours du monde. Alors, la conversion entre guillemets, hospitalisation classique est une conversion dont on ne se rend même pas compte. On a décidé que vous restez et c'est tout, rien ne change. C'est pas un centre ambulatoire, alors j'avais cru comprendre que c'était un centre ambulatoire, que le soir il n'y avait plus personne. C'est un centre ambulatoire et le soir il y a du monde. Alors... Oui, parce que
si jamais un malade qui sort à 21h, à 2h du matin, a trop mal, il rentre au centre, il frappe, et il rentre, on est prêt à l'hospitaliser s'il en faut. D'accord. C'est comme ça qu'il faut agir. On est associé à une clinique qui fait l'hospitalisation classique, qui est en rapport étroit avec nous, mais on s'en sert presque pas. Les conversions en hospitalisation classique ont été faites dans la même institution. D'accord. Très bien. Alors, qui veut poser une autre question supplémentaire? Oui, monsieur Mention. Je voudrais féliciter Fado pour sa présentation qui paraît très séduisante. Ma question portera sur le taux assez faible de cholécystite aiguë dans la série, puisqu'il y a 6% de cholécystite aiguë. Est-ce que ça veut dire, parce que ça ne représente pas la réalité de ce que, par exemple, on a dans notre service, où on commence à faire de la chirurgie ambulatoire pour les vésicules qui ne sont pas compliquées. Alors, est-ce que ça veut dire, par rapport à votre analyse, que ces patients sont orientés vers d'autres structures et qu'il y a donc une sélection un peu en amont par rapport à l'indication, c'est-à-dire une vésicule à froid sera plus facilement intégrée dans le programme de chirurgie ambulatoire qu'une cholécystite aiguë. Est-ce que d'ailleurs les experts modérateurs peuvent éventuellement répondre sur ce point? C'est une bonne question en fait. Et notre unité de chirurgie ambulatoire n'a pas une garde des urgences, n'a pas un service d'ambulance, n'a pas un service de transfert, n'est pas en rapport avec... ce sont des cas qui viennent de manière préparée, bien prête à se faire opérer, et sont les mêmes malades qui vont ailleurs quand il s'agit d'une urgence. Et c'est d'ailleurs le problème le plus grave qu'on a. Les chirurgiens d'un côté, la concurrence d'un côté, et les propres malades qui disent « Oui, on m'a appris que vous opérez sans hospitaliser ». Et alors, ils démontrent avoir peur à ça. Et si on fait la comparaison, le rapport avec le CHU, il n'y a pas un cas d'une vésicule opérée au service qui ne soit pas compliqué. C'est exactement l'opposé. Et les vésicules qui rentrent au service le font à travers le service des urgences. Les vésicules qui viennent chez nous à la fondation viennent à travers la consultation. Je voudrais revenir sur un détail important de votre très belle série. Les 3 cas de lithiase de l'aérobia principale qui n'ont pas été traités pendant la cholécystectomie ni par voie endoscopique digestive. Après la cholécystectomie, vous avez fait quoi? Ah non. Oui, c'est vraiment ça. Il y a 3 cas dans lesquels on a laissé imposer un Drandesca et on a vérifié juste en lavant. Le calcul est parti tout seul? La moitié des calculs sont partis et le reste a dû être adressé aux endoscopistes qui travaillent avec nous et qui travaillent au même étage pour compléter avec une IRCP plus sphinctérotomie endoscopique. Il faut dire qu'ils adorent le Drandesca parce qu'ils demandent juste de couper la pointe du cathéter pour permettre d'y mettre un fil guide et ils disent avec ton cathéter on arrive toujours. Ah, il passe par le Drandesca. Non. Dans notre cas, non, mais ça peut se faire comme ça, mais ils disent le fil de fer guide me montre bien la papille et si jamais il y a un diverticule juxtapapillaire, c'est pas un problème, on arrive toujours. Oui, monsieur Franco, parce qu'après... Il y a un travail qui a été fait il y a une vingtaine d'années maintenant, une étude systématique des calculs qui avaient été laissés, et donc on s'est aperçu, c'était une série de cas assez importante, que la moitié avait disparu dans les 15 jours qui suivaient la mise en évidence du calcul. Donc peut-être ne pas se presser avant de faire la sphinctérotomie endoscopique. Il y en avait la moitié qui, le lendemain, étaient considérées comme des fausses images déjà. Oui, il y avait déjà des fausses images en plus. Et puis, mais c'est les vrais. 10 jours après, il y en avait encore la moitié qui était même plus là. Donc au total, il n'en restait pas beaucoup. Donc ça montre bien qu'il ne faut peut-être pas se presser et pas avoir trop peur. Les images péropératoires. Voilà. Oui, monsieur. Monsieur Martin. Question médico-économique. Est-ce que les patients en Argentine sont incités à ne pas rester à l'hôpital? Est-ce qu'ils payent s'ils doivent rester une journée de plus? Parce que probablement un des facteurs limitants en France à l'ambulatoire, c'est de convaincre les chirurgiens, mais c'est aussi de convaincre les malades qui finalement sont remboursés pareil s'ils restent une journée ou s'ils restent la nuit.
Moi, j'ai l'impression que l'Argentine est un pays d'origine européenne, et on est tous à peu près des Européens, mais pourtant les Argentins aiment bien de rentrer à la maison. Ils ont très bien la fondation, mais ils sont contents de rentrer, et je crois que l'acceptation s'est passée avant chez les patients que chez les chirurgiens. Et en ce qui concerne les incentifs d'origine économique, ils sont plutôt pour les chirurgiens. On a dessiné avec le professeur Houlton, qui est le président de la fondation, qui est là parmi nous à cette assemblée, et on a dit que si jamais un chirurgien accepte que son patient reste hospitalisé, c'est au chirurgien de prendre en charge les frais. Et alors c'est aussi une belle... C'est moi qui ai eu l'idée, je l'ai proposé, le conseil d'administration dont le président l'a accepté, et ça marche. Et je suis convaincu de ça, et ouais, il est vrai qu'il y a peu de malades qui restent sur place. Mais par contre, j'aimerais bien vous dire qu'au CHU, je gère un énorme service qui a 70 lits, et le chef de clinique passe l'après-midi, et si jamais le malade est en condition de sortir, il sort. Et de plus en plus, presque toute la chirurgie laparoscopique de la vésicule se fait pas dans une unité de chirurgie ambulatoire, mais les malades partent le jour même. Et ça, c'est une réalité que tant les médecins que les malades acceptent volontiers. Ben, merci beaucoup. Juste avant de conclure, est-ce que quelqu'un veut prendre position à l'Académie sur la vraie question, pourquoi fait-on encore des cholestectomies en hospitalisation conventionnelle? Est-ce que l'Académie doit prendre position sur cette recommandation? Je pense que c'est effectivement la bonne question à poser, mais quand on compare les taux de chirurgie vraiment ambulatoire selon les pays, on voit qu'en réalité, c'est pas uniquement un problème d'Académie, c'est un problème de mentalité de tout un pays. Et si effectivement on arrive à convaincre nos concitoyens que c'est la bonne façon, ben je pense que la méthode va continuer à progresser. Actuellement, Dominique, on est à 40%, c'est ça? Non, c'est 16%. Ah, mais j'avais vu un chiffre un peu plus élevé. On part de bas. Il y a 2 ans, on était à moins de 1%. Je crois qu'on en a moins 1%. Ça suffit pas. Il faut une force plus grande. Il faut la télévision. L'année dernière, on en a fait 6 000. Non, là, il y a 2 ans, 6 000. L'année dernière, 12 000. Donc voilà, on grimpe difficilement. Mais je pense que si l'Académie prend position, on va être à 40 000, hein, c'est clair. Mais je pense qu'il faut pas seulement s'adresser aux chirurgiens, mais s'adresser aux patients. Il faut que cette méthode soit de plus en plus acceptée par le public. Dominique ? Je réponds toujours, j'ai une diapositive sur le sujet qui montre que le patient, c'est pas lui qui est en cause, c'est vraiment le chirurgien. D'ailleurs, Pablo l'a dit lui-même, hein. Les patients, ils réclament actuellement la chirurgie ambulatoire, ils sont très contents, mais effectivement, ça dérange pas mal d'habitude chez les chirurgiens, en particulier l'organisation. C'est pas des spécialistes de l'organisation. Et puis, il y a toute la relation patient, malade, soignant, le pansement qu'on soulève le lendemain, un tas de petits trucs comme ça que les chirurgiens aiment bien. Et ben voilà, c'est un frein à l'évolution. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on convainque. Vous voulez dire quelque chose? Les chirurgiens. Je pense qu'on va devoir arrêter la discussion là. Juste une seconde. Je pense qu'en termes de patients, effectivement, il y a la communication à faire et à informer, à sécuriser le patient sur ce qui va se passer. La façon dont on soigne les patients en France est trop anxiogène. Il faut communiquer et lui expliquer ce qui se passe à tout moment du process, avant, pendant et après. Dès l'instant où l'information est transmise, est très claire et que le patient a bien compris ce qui allait se passer, les choses ne peuvent que bien se passer. Mais ça commence chez le généraliste alors. À tout niveau. Bien, ben on va s'y employer, essayer de convertir les gens à cette réalité. Merci infiniment. Vraiment, c'était une communication très importante.